et ensuite on ose dire qu'il y a une invasion, que les étrangers viennent prendre le boulot des Français, le travail des Français. C'est totalement faux. Les travailleurs immigrés aujourd'hui en France viennent faire le travail que les Français ne veulent pas faire, parce que ce sont des métiers très durs physiquement. Donc, moi je crois que le travail d'un auteur, d'un artiste, d'un penseur, d'un sociologue, d'un philosophe, c'est avant tout de balayer ces idées fausses. Vous voyez, c'est déjà d'enlever toutes ces erreurs de pensée, tous ces mensonges dans la tête justement des gens, pour pouvoir ensuite réfléchir véritablement à la question de l'accueil. Mais dans l'état actuel en France, c'est impossible, et c'est une des raisons pour laquelle aussi l'extrême droite, donc incarnée par le parti du Rassemblement national, monte de façon très inquiétante, parce que justement ils utilisent cette idée que l'ennemi c'est l'étranger et qu'il serait de trop. Moi, il ne faut pas oublier que je suis aussi, j'ai été une étrangère, je faisais partie de ce groupe d'étrangers, de migrants venus en France, et j'ai écrit un livre où j'ai essayé, en tout cas dans ce roman, de faire honneur et de célébrer la langue française et toute sa poésie. Donc quand on dit que les étrangers sont de trop, on oublie bien souvent l'enrichissement culturel aussi qu'ils apportent au pays. Et si je vous fais une liste de tous les artistes qui sont nés ailleurs et qui sont venus à un moment donné vivre en France, j'en ai pour au moins 2 heures. Donc ça aussi, il faut le dire. Il faut répéter sans cesse que, au-delà de l'enrichissement économique, au-delà de l'enrichissement démographique, parce que n'oublions pas que on a évalué qu'en 2050, 50% de la population en Europe aurait plus de 50 ans. Qui va payer les retraites? Qui va financer toutes ces personnes qui vont s'arrêter de travailler à un moment donné? Donc on a aussi affaire à une crise démographique en Europe. Donc au-delà de l'enrichissement économique et démographique, il faut aussi insister sur l'enrichissement culturel qu'apporte justement ce dialogue interculturel entre les religions. Et vraiment, il ne faut pas l'oublier. Da desnica iskorištava i da je uloga intelektualaca, filozofa, umjetnika da upravo preuzme ovu drugu ulogu. No jesu li i gdje i kako su oni zakazali da lijepo je vas ovako čuti, no koliko ima takvih glasova u Parizu, u Francuskoj i mogu li oni nadjačati ovu drugu stranu? Vous voulez dire si, par exemple, ma voix est entendue en France? Čuje li se vaš glas ili glas ljudi poput vas i koliko se zapravo čuje među običnim ljudima? Bien, je rejoins exactement ce qu'a dit M. Karmani. Il faut jamais oublier qu'il y a toujours plusieurs tendances en fait dans un pays. Et je peux vous dire que j'ai vraiment rencontré des Français, des Françaises qui se battent justement pour une solidarité, qui avec très peu de moyens, parce que souvent ce sont des personnes qui ont très peu de moyens économiques, mais qui font tout justement pour accueillir, protéger, accompagner justement tous ces étrangers qui viennent et qui demandent juste une protection, un refuge. J'en ai rencontré plein. Le problème, c'est que les médias en France ne vont jamais mettre ça en lumière. C'est jamais ça qu'ils vont mettre en valeur. Ils vont toujours servir le discours de ceux qui ont le pouvoir. Je vous informe que 90% des médias, qu'ils soient, alors que ce soit des médias de télévision, de presse ou de radio, sont détenus par 9 groupes milliardaires en France. Alors où est sincèrement la liberté de presse, la liberté justement d'expression dans ce pays quand on sait que ce sont des groupes milliardaires qui ont acheté ces médias? Donc ces médias-là ne vont jamais mettre l'accent là-dessus parce que c'est un discours qui dérange. C'est un discours justement auquel ceux qui sont au pouvoir veulent lutter. Mais bien sûr que ces gens existent et c'est pour ça que moi je suis à la fois aussi très heureuse de vivre dans ce pays, parce que je la vois, la solidarité.
Je la vois très clairement et très concrètement. Hvala. Tvrtko, koliko se glasovi, ovakvi glasovi mogu čuti ovdje na našim prostorima, kolika je nakon toga mala smo zemlja mržnja, vjerujem i vi, a ja čak mogu reći i ja, ljudi ovdje u publici znaju, naši gosti ne znaju, znali smo često osjetiti zaista tu nekakvu mržnju. Osobno ja ponekad se prestrašim, pa se malo povučem, pa malo stanem, pa malo staneš na noge pa ideš dalje. Što u svom poslu, što u nekim drugim stvarima, u ovoj nekakvoj solidarnosti, u ovom nekakvom aktivizmu u pomaganju ljudima. Koliko ima kod nas snage da se čuju ovakvi glasovi koji se naravno vjerojatno i vama i svima u publici čine, izazvali su aplauz i čine razumnim, ljudskim, i koliko možemo izdržati? Ja bih najprije rekao da sam optimist i kao kršćan i kao Tvrtko. Dakle, unatoč, ja bih rekao da možda je ovdje tu malo kao, čak i ovo je prejaka riječ, ali demoniziranje Francuske. Ali nije Francuska ništa različita od drugih zemalja u Europi, pa i Hrvatske, što se tiče pristupa, manipulacije i tako dalje. Ovoj tematici koja je jako kompleksna, a opet aktualna. Ja bih za Hrvatsku rekao da prvo da smo iz povijesnih razloga bili zatvoreni. Dakle, nismo imali pluralizam u bilo kojem smislu, političkom, religioznom, svjetonazorskom, i ja mislim da još uvijek nemamo. I u tom smislu nismo naučili poštivati, razumijevati, suosjećati ili biti solidarni sa onima koji su različiti u bilo kojem smislu. Ja mislim da tu nam nedostaje, i ono što nam nedostaje jesu ljudi koji su spremni raditi kompromise, u smislu povezivati, spajati različitosti, suosjećati, a to nikome, dakle, interesnim grupama, bez obzira u koju teoriju išli, ali interesnim grupama ne odgovaraju ljudi koji će unositi mir, pomirenje, suosjećanje različitih. Mislim da, ponavljam, optimist sam, ali mislim da smo jako isključivi u Hrvatskoj. Jedna, druga, gore, desno, lijevo, dolje, koja god strana svjetonazorska, nemamo otvorenosti za one druge i drugačije, nismo spremni napraviti kompromis između onih vrijednosti, jer se dolazi do sukoba vrijednosti, bilo to kršćanstvo ili kao neka vrijednost, ili sloboda kao neka vrijednost, različitost, bilo to vjera, bilo to konzervatizam ili liberalizam. Dakle, kad dolazimo do ovakve neke teme koja je jako kompleksna, ima i drugačijih tema i drugih tema koje su jako kompleksne, onda moramo raditi kompromise između naših vrijednosti, ne možemo ići u ekstrem svoje neke vrijednosti, i mislim da nam dostaju takvi ljudi, dakle, koji su spremni i žrtvovati malo sebe, suočiti različite vrijednosti i tražiti nešto što je zajedničko, nešto što dugoročno ima plodove za sve nas, ne samo za mene, ne samo za moju grupaciju, moju stranku, Mladežnu partiju, nego za sve nas, pogotovo za one koji su najugroženiji u mom društvu. Kako doći do tog približavanja? Kako doći do tog nekakvog neisključivosti? Je li možda odgovor u znanju? U tome da naučimo, možda iz vaših knjiga, više o različitima, više o ljudima koji nisu isti kao mi, pa onda i više o uzrocima terorizma, uzrocima izbjegličkog zbjega, sa svim tim nepoznanicama koje mi, evo recimo u ovoj našoj zemlji, kao što je sad Tvrtko ukratko objasnio, imamo tu povijesnu
zapravo zatvorenost i nepoznavanje drugačijeg i različitog, odnosno ne toliko široko kao u Francuskoj i vjerojatno u Njemačkoj. Generell ist es die Aufgabe und die Qualität von Literatur, nicht darzustellen, dass die anderen, die Fremden, jetzt besonders hervorstechende, fantastische Menschen sind oder die anzupreisen. Die Aufgabe ist es, gewissermaßen die Komplexität von Wirklichkeit abzubilden. Dass es eben nicht einfache Lösungen gibt, dass es und letztendlich natürlich auf die existenziellen Themen hinzuweisen, die überall auf der ganzen Welt die gleichen sind. Die Nöte, dass eine Liebesgeschichte, eine Mutter, die um ihr Kind bangt, dass ein Vater, der stirbt in Kabul und dass der Sohn oder die Tochter ist genauso verzweifelt wie in Berlin oder in New York oder woanders, dass wir als Menschen bei all den Unterschieden einfach existenzielle Gemeinsamkeiten haben. Und ich glaube, dass, pathetisch gesprochen, dass wenn man, sagen wir, ein Buch oder ein Buch in ein Land eingetaucht ist, ob es eine literarische Reportage ist oder sei es ein großer Roman ist oder sei es, sagen wir, in Bezug auf Iran, wenn man Sadegh Hidayat gelesen hat, Mahmoud Dawlat-Abadi gelesen hat, wenn man die Hushain Gulshiri gelesen hat, wenn man diese Geschichten, diese Personen kennt und weiß, die sind genauso, um es mal etwas einfach zu sagen, bekloppt wie wir auch. Mit all den Widersprüchen und all den guten, schlechten Namen, dann wird es, wenn man die Nachrichten dann am Abend anschaltet und wieder die Slogans hört und dann irgendwelche verschleierten Frauen und bärtige Männer, dann weiß man, da ist eine Wirklichkeit dahinter. Das ist das oberflächliche Bild von einem Land, aber es gibt eine Wirklichkeit, die ist so komplex wie unsere eigene auch. Und was mich ein bisschen irritiert oder was ich ein bisschen schade finde, ist, hier in der Diskussion bis jetzt, wir reduzieren das Fremdheit oder Migration hier als ein Problem. Es ist teilweise ein Problem, also es ist nicht so, dass Migration nur positive Faktoren hat, aber Fremdheit ist auch etwas sehr Schönes. Es ist auch sehr schön, fremd zu sein. Also ich genieße das, dass ich irgendwo nicht ganz dazugehöre, weil es mir die Möglichkeit gibt, zugleich drinnen zu sein und zugleich auf eine Kultur zu schauen. Wenn Sie deutsche Literatur nehmen, diejenigen, die diese deutsche Literatur im 20. Jahrhundert, deutsche Sprache am besten vertreten haben, sie analysiert haben, die höchsten Verteidiger deutscher Sprache, das waren deutsche Autoren, die nicht ganz deutsch waren. Franz Kafka, ein Prager Jude, der war kein Deutscher. Aber es gibt keinen, der ein besseres Deutsch geschrieben hat als ihn im 20. Jahrhundert. Das heißt, diese Qualität lag auch an seinem Fremdsein. Es war viel ihm einfacher, Tschechisch zu schreiben. Er hat das gesagt, seine Milena, eigentlich Tschechisch fließt ihm leichter von der Hand. Er hatte diesen Fremdheitsmoment dem Deutschen gegenüber. Und es war ein großes Glück für die deutsche Kultur. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass Fremdheit sozusagen immer ein Problem ist. Es ist ein Problem teilweise, es ist in sozialer Hinsicht oft ein Problem, aber es ist zugleich auch die Quelle natürlich von immensen Weiterentwicklung und Reichtum. Und das ist etwas, was eigentlich jedenfalls, kann ich das auf die deutsche Literatur sagen, evident ist, wenn man die deutsche Kultur kennt, wenn man die deutsche Kultur mag, wenn man sie liebt. Und das geht etwas verloren in dieser Diskussion, wenn wir uns konzentrieren auf Migration als da kommen Flüchtlinge, da kommen Verwerfungen und so weiter. Und auch in den Debatten in Deutschland zum Beispiel, es gab lange Zeit in Deutschland so diese Ansicht, ja, ihr Ausländer, irgendwann seid ihr richtige Deutsche. Oder gehört ihr auch dazu. Also natürlich möchte ich als Bürger dazugehören. Ich möchte als Bürger alle die gleichen Rechte haben wie jeder andere auch. Aber zugleich empfinde ich das überhaupt nicht als Problem, sondern im Gegenteil auch als Privileg, zugleich
eine andere Küche in der Nase zu haben, im Mund zu haben, andere Gerüche, andere Kosewörter, andere Bewegung, Abläufe. Das ist eher etwas, was ich nicht als Problem nur so sehen möchte, sondern etwas, was ich sogar, glaube ich, meinen deutschen Mitschülern in der Schule auch voraus hatte. Und ich glaube, dieser Aspekt von Fremdheit, von Migration, von den es immer gegeben hat. Wir sind ja, leben ja, und das ist auf dem Balkan sowieso, aber ganz Europa war ja ein durch und durch multikultureller Kontinent. Zweisprachigkeit war auf diesem Kontinent lange Zeit die Regel. Sie ist es in diesem Teil der Welt wahrscheinlich, Europas wahrscheinlich immer noch. Das heißt, es ist eigentlich normal, dass man in einer Sprache ist und zugleich eine andere auch genauso gut beherrscht. Und wenn wir das alles kappen wollen, das kann man tun, aber es ist eben auch eine Verarmung, wenn wir das tun. Und ich glaube, dass Literatur eben diesen Reichtum darstellen kann, dass wir nicht immer nur als Problem die Dinge sehen, sondern sagen, wow, das sind doch fantastische Geschichten, das ist ein großartiger Dichter. Und man verliebt sich in, ich könnte so viele Länder sagen, in die habe ich mich verliebt nur wegen der Literatur. Da kann passieren, was will in diesem Land, wie sagen wir Chile, ich habe immer noch die Dichter vor Augen und habe ich im Ohr und ich werde immer dieses Land lieben, einfach aufgrund der Dichtung und werde immer ein empathisches Gefühl haben. Und das vermag Literatur. Was noch kurz sagen darf, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Ich habe eben zufällig Slobodan Snyder erwähnt. Mein Kontakt, ich war bei einem Theater, habe ich hospitiert in Mülheim an der Ruhr mit Roberto Ciulli und ich kannte lange Jahre, von Kroatien nur die Stücke von Slobodan Snyder. Und das hat mir sozusagen meinen Blick auf dieses Land, irgendwie ist das bis heute absolut in meinem Herzen, einfach dieser Blick und erst später kam dann alles andere hinzu und dann Europäische Union und Migrationskrise und so weiter, aber das prägt einen viel tiefer. Wenn man ein gutes Stück Literatur liest, das prägt einen lebenslang und das ist etwas, was Literatur seit so vielen Jahren schafft und was alte Leute vermissen. Die verlieren ja was. Leute, die sich nicht beschäftigen damit, die sich abschließen wollen, die tun mir auch leid. Kao što vidite, većina ovdje večeras se većina apsolutno s vama slaže, no nažalost malo u hodu imamo problema s ovima koji i drugačije misle. Vaši roditelji su u svom prirodnom okruženju figurirali kao progresivni buntovnici, no u egzilu bili su stjerani na marginu i izgubljeni između dvaju svjetova. Spomenuli ste probleme s integracijom. I danas je sudbina mnogih ljudi poput vaših roditelja upravo ta integracija, ulazak u to društvo i prihvaćanje takvih ljudi. Vi zapravo i radite s takvim ljudima. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses. Il faut faire attention au mot intégration. Je sais que vous l'utilisez dans un sens bienveillant. Je vous attends. Alors, le mot intégration, en fait, il faut faire attention. Moi, je sais que quand vous l'utilisez, vous, évidemment, c'est dans un sens bienveillant et honnête. Mais moi, je voudrais justement revenir sur cette question-là, parce que dans le roman Marx et la poupée, dans la deuxième partie du livre, quand cette famille s'exile à Paris, la petite Mariam, qui est mon double littéraire, se retrouve dans une classe. Donc elle a 6 ans, c'est sa première classe à l'école élémentaire. Et elle est comme stupéfaite, extrêmement surprise de voir que dans cette classe française, à l'école de la République française, à aucun moment on lui pose des questions sur
mais d'où tu viens, quelle langue en fait tu parles, quelle est ta culture à toi, as-tu une religion par exemple? Rien. Ça s'appelle l'assimilation. Et l'assimilation n'est pas seulement une tendance française, c'est assez de manière surprenante une tendance des pays occidentaux développés qui consiste à dire à l'autre, et ça rejoint totalement ce que vous avez dit, ça consiste à dire à l'autre, bon écoute, moi je veux bien t'accueillir, hein, mais alors attention, va falloir que tu me ressembles, parce que ta différence, j'en veux pas. Ta différence me fait peur. Et donc, c'est une manière de dire à l'autre, je vais te contrôler. C'est moi qui aura le dernier mot culturel, c'est moi qui t'imposera ma culture, et donc je vais te laver. C'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'appelle la laverie, où moi j'ai eu vraiment l'impression qu'on m'avait lavé de tout ce qu'il pouvait y avoir en moi d'iranien. Et c'est pour ça que la petite Mariam refuse un beau matin de parler le persan. Parce qu'elle se dit, bah non, en fait, ici, il n'y a pas de place pour ce que j'ai vécu 6 ans avant dans ce pays qui était l'Iran. Et donc elle enterre sa langue persane, elle enterre sa culture persane, etc. Cette assimilation, il faut la combattre. Et vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est qu'au lieu de dire assimilation, parce que ça ne fait pas très joli politiquement, on dit intégration. Voilà. Donc, il faut vraiment distinguer. Les mots sont importants. Derrière les mots se cachent vraiment des réalités et des vérités qui peuvent parfois tuer un être humain. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, moi, je pense qu'effectivement, un individu qui arrive dans un nouveau pays a un devoir qui est celui de s'ouvrir à la culture du pays qui l'accueille. C'est fondamental. Donc oui, je travaille avec des mineurs non accompagnés au sein de la Croix-Rouge française. Je suis salariée de la Croix-Rouge française maintenant depuis 3 ans. Et pourquoi? Parce que j'enseigne le français aux mineurs non accompagnés. Et pour moi, le français, c'est un passeport. C'est hyper important pour eux d'apprendre le français pour pouvoir construire leur vie future. Donc, c'est ce que vous appelez l'intégration. Oui, cette intégration-là, elle est positive. Ça veut dire qu'ils vont se construire une place dans cette société française. Mais le pays d'accueil aussi a un devoir. C'est d'inclure dans son espace culturel les cultures différentes. Parce que c'est un enrichissement. Parce que sans ça, en fait, on ne peut pas avancer. Et vous savez, moi, j'ai enseigné avant au collège et au lycée dans des quartiers très difficiles à côté de Paris, dans la banlieue parisienne. Et je peux vous dire une chose, ces gamins-là, ces collégiens et ces lycéens étaient en guerre contre la France parce qu'ils avaient le sentiment qu'à aucun moment, ils avaient pu exprimer la culture de leurs parents. Ils ont grandi avec le sentiment de la honte d'être musulman, la honte d'être algérien, la honte de venir d'ailleurs. Et vous savez ce qui se passe? Ils étaient en guerre, et ça, c'est le nid du radicalisme religieux aussi. C'est-à-dire que ces gens-là vont aller chercher justement dans ce rejet, dans cette colère, les futurs djihadistes, qui viennent ensuite, voilà, commettre ces attentats sur le sol français, sur le sol européen. C'est une catastrophe. C'est parce que vous mettez un individu en guerre avec lui-même. Vous le divisez en deux quand vous lui demandez de s'assimiler. Donc c'est vrai à quel point c'est important qu'on construise un véritable modèle d'entente culturelle. Voilà. Ako ja mogu odmah dodati. Baš sam te htjela pitati. Maja, ja bih kao temelje te integracije stavio 2 stvari. Jedno je učenje jezika, države u koju dođem i koja mi pruži zaštitu i sigurnost ili bolju budućnost. I drugo je poštivanje zakona. Jer na kraju krajeva zapadna društva, uključujući Hrvatsku, ali i sve naše zemlje Europske unije, počivaju na temelju zakona.
I to je jedino, bez obzira na 86% katolika u Hrvatskoj, što god mi hoćemo uzeti, to nije dio zakona. Dakle, ono što čovjek, građan Republike Hrvatske, bio stranac, bio Hrvat, mora jest poštivati zakone Republike Hrvatske i da treba biti sankcioniran ako ne poštuje te zakone. Dakle, a zakoni ne govore kako se trebamo oblačiti, što moram jesti, što ću vjerovati. Već daju okvir zajedničkog suživota. I to je to. Dakle, iznad toga nemamo pravo, ja ne vidim ni razloga zašto bih išta zahtijevao. Dakle, učen jezik kao temelj uopće ikakve komunikacije sa ljudima oko mene. Tako da to bih ja stavio kao temelj. Da, ali dobro. Ok, ali ja mu sad reći iskreno, je li to tako? I je li, evo, o čemu je govorila naša gošća, i o odgovornosti i ulozi i zadacima i primatelja ljudi koji dolaze, ajmo sad govoriti mi samo o Hrvatskoj, koliko smo mi zapravo spremni i koliko smo mi zapravo otvoreni i koliko zapravo prihvaćamo. Pa krenimo i od toga da ljude, kojih je kod nas malo, učimo hrvatski jezik. Slažem se, dakle, prvo treba naglasiti da je integracija dvosmjeran proces, dakle i lokalna zajednica i osoba, stranac koji dođe u određeno društvo moraju napraviti napor. S druge strane, da na lokalnoj zajednici je da pripremi što bolji model integracije. Slagali se mi ili ne s migracijama. Migracije su realnost i bit će još veća u budućnosti. To je realnost, što god mi misli o njoj, bilo to zbog sigurnosti, bilo to iz ekonomskih razloga. To je realnost i Hrvatske, i Francuske, i Njemačke, u najbolju ruku ekonomska realnost budućnosti. I onda nije uopće pitanje hoće li ti ljudi doći u Hrvatsku, Francusku, Njemačku, nego hoćemo li napraviti, stvoriti sustav integracije koji će biti učinkovit i brz, koji će pružiti ljudima elemente da što prije nauče jezik, nađu mjesto stanovanja i zaposle se. I na taj način uđu u kontakt s drugim ljudima, sa kulturom, sa običajima, načinom funkcioniranja u tom društvu i to je to. Dakle, mi kao Hrvatska, nažalost na sreću, nemamo iskustvo migracija kao Francuska i Njemačka od prije 50-70 godina. Mi imamo, ajmo reći, i tu šansu da, nažalost, jako malo ljudi u Hrvatsku dolazi i ostaje. I želi ostati. Dakle, samo za naše goste, od 2004. od kad postoji sustav azila u Hrvatskoj je azil dobilo 800 osoba. Sve zajedno. I od toga 200 je otišlo iz Hrvatske. Dakle, 600 ljudi. A koliko je u to vrijeme naših ljudi otišlo u Europu? To je druga